Bonjour et bienvenue sur le podcast La Rencontre de l'innovation, un podcast tourné vers l'avenir où je donne la parole à des personnes qui agitent le monde de l'innovation. On y parle créativité, technologie et design. Je suis Damien Kioc, entrepreneur et générateur d'innovation pour les sociétés qui ambitionnent d'accélérer leur croissance par la conception de nouveaux produits et services. Bonjour auditeurs et bienvenue donc à la rencontre de l'innovation numéro 1, donc le premier épisode. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Mourad et Adrien, les deux fondateurs de Magma Technology. Donc Mourad et Adrien se sont rencontrés pendant les arts et métiers. Donc Adrien, une fois son diplôme en poche, a terminé par un master en entrepreneuriat, et puis ensuite il a été consultant SI chez Dassault Systèmes. Enfin, ingénieur d'affaires en industrie 4.0 pour un cabinet de conseil spécialisé en big data. Exactement. Avant de cofonder avec donc Mourad Magma Technology. Mourad, donc à la fin des arts et métiers, a complété son diplôme et son cursus par une spécialisation en supply chain. Et puis a travaillé en cabinet de conseil en supply chain, notamment chez Capgemini, c'est bien cela ? Tout à fait. Et ensuite, il était responsable des opérations dans une start-up qui travaille dans le domaine de la traçabilité des véhicules. Bonjour Mourad, bonjour Adrien, et merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Bonjour Damien, on est très heureux d'être là. Exactement. Voilà, donc nous allons être ensemble pour parler de vous, parler de votre société, de la start-up et de votre innovation. Tout d'abord, j'ai parlé de Magma Technology, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est Magma Technology et quelle est votre promesse ? Tout à fait. Donc Magma Technology, on s'attaque au marché des contenants logistiques. Donc tout d'abord, un contenant logistique, c'est tout ce qui transporte de la marchandise. Donc les marchandises sont transportées dans des contenants, ça peut être des rolls, ça peut être des conteneurs, ça peut être des chariots métalliques avec des roues en fait pour transporter la marchandise. Et il y en a plus de 300 millions en circulation. Donc en 2016, on a noté plus de 300 millions de contenants logistiques en circulation. Dans le monde ? Non, en France. En France, rien qu'en France. Tout à fait. Rien qu'en France, il y a plus de 300 millions. Ces contenants logistiques représentent un gros budget logistique pour les directeurs supply chain. Donc très compliqué de les gérer, générateur de plusieurs conflits entre les parties prenantes, notamment par des pertes, par un inventaire qui peut être fastidieux. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de rendre tous ces contenants intelligents en leur donnant une identité virtuelle grâce à des objets connectés pour pouvoir les transformer en une réelle source d'information auprès des directeurs supply chain. D'accord, donc vous proposez une solution pour traquer ces containers, ces contenants Tout à fait. Et indiquer finalement à l'entreprise et au responsable supply chain, l'informer sur où se trouvent tous ces containers. Tout à fait, sur la géoposition et d'autres données plus détaillées. D'accord. Et donc vous m'indiquez que ça utilise les objets connectés, l'IoT, donc est-ce que vous avez développé une technologie particulière à ce sujet ? Alors, tout à fait. En fait, on s'est basé sur la rupture technologique qui a eu grâce aux objets connectés à très bas débit. Donc, on a réutilisé des solutions existantes. D'accord. Là où nous, on a vraiment rapporté de l'innovation, et peut-être qu'on va détailler par la suite avec Adrien, c'est de combiner deux grosses technologies qui sont la blockchain et l'IoT. D'accord, intéressant. Et comment est née l'idée Alors, tout à fait. En fait, l'idée, elle est née de notre modeste expérience, Adrien et moi, déjà dans le cabinet de conseil, et puis en étant consultant Industrie 4.0 pour Adrien. Et donc, on a vu qu'il y avait un réel besoin de pouvoir traquer les contenants logistiques et que ça représentait un gros coût et un gros budget, et qu'il n'y avait pas de technologie à l'époque pour pouvoir en fait les tracer, en tout cas pas de technologie affordable pour pouvoir en fait les tracer. Donc, grâce à cette dernière rupture technologique qui est l'IoT, on a vu qu'il y avait un potentiel et donc on s'est lancé dans l'idée. D'accord. Et ça répond à un réel besoin des responsables de supply chain. Tout à fait. En fait, on est vraiment parti du terrain et on a interviewé un certain nombre de directeurs logistiques et supply qui nous ont confirmé effectivement le besoin de pouvoir tracer ces contenants logistiques. Et ça d'ailleurs, pour compléter, on a des secteurs qui sont très variés, autant le luxe que la grande distribution, que l'automobile, ou même l'aéronautique, dans lesquels on a identifié des besoins relativement identiques de traçabilité de ces contenants. Et quelle est la valeur ajoutée ? Effectivement, en fait, il y a du réduction de coûts. D'accord. Donc, il y a effectivement les coûts directs qui sont la perte, le vol potentiellement, et éviter en fait le surachat ou le sous-achat en fait des contenants. Il y a aussi le fait d'augmenter leur rotation. Ça veut dire que un contenant qui va être livré et qui reste en fait chez
Chez un client, il peut rester pendant 20 jours ou 30 jours. L'objectif, c'est de pouvoir réduire cette rotation, donc de pouvoir le ramener au bout de 10 jours et donc baisser le stock. Donc effectivement, là, il y a aussi un gain économique. Il y a surtout en fait un échange entre l'écosystème, donc une collaboration et un service qu'on va mettre à disposition entre les donneurs d'ordre, leurs clients et leurs fournisseurs, de telle manière à ce qu'ils puissent coopérer pour une meilleure gestion en fait, des contenants logistiques. D'accord, parce que le contenant logistique en fait appartient à une société, à la société qui distribue ou le produit. Tout à fait. Et le contenant circule à travers plusieurs parties prenantes, Exactement. D'accord. Exactement. Donc d'où l'importance de pouvoir tracer, de savoir finalement où se trouve une propriété qui individuellement est peut-être pas très chère, exactement, un chariot, mais dans quand on le rapporte effectivement à la quantité au volume annoncé au début. Tout à fait. Ça représente des sommes assez colossales. Très bien. Et cette idée, elle est née il y a combien de temps ? Alors, elle est née l'année dernière, donc qui a un petit peu germé, et on a surtout discuté avec Adrien fin 2017 sur l'idée. Puis, d'accord. La création de la société est vraiment récente. Là, tout à fait. Très bien. Et un petit mot sur l'équipe. Vous êtes tous les deux aux commandes de la start-up. Est-ce que vous avez d'autres collaborateurs ? On est pour l'instant 2 associés avec Mourad. Donc Mourad qui est notre CEO et qui s'occupe de tout. Et moi je m'occupe surtout de la partie produit et technique. D'accord. Donc je m'occupe de sourcer notamment les MAG, les modules autonomes de géolocalisation, qui sont les capteurs qu'on utilise. Donc les capteurs, vous les appelez les MAG. Tout à fait. C'est une appellation effectivement qu'on a donnée aux capteurs IoT. Et voilà, et puis je m'occupe de développer avec du soutien, parce qu'on a un troisième collaborateur qui nous aide sur la partie technique, notamment infrastructure de l'application et développement d'applications. D'accord. Et comme on est dans l'IoT, effectivement, il faut le rappeler, on a souvent besoin d'un capteur qui est connecté, donc qui fait là l'objet du tracker. Mais tout ça doit être relié finalement à un système d'information et offrir une application souvent web. Exactement. Donc effectivement, ça demande de multiples compétences. Exactement. Très bien. Et donc justement, j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans le détail de votre innovation. Donc tout à l'heure, on avait parlé IoT, donc objets connectés. On commence un peu à comprendre ce que c'est, parce qu'effectivement, aujourd'hui, des objets connectés, au moins personnels, on en a quelques-uns. Par contre, la blockchain, c'est peut-être un sujet, on en entend parler, mais qui reste quand même un sujet souvent un peu d'expert. Moi, je l'associe essentiellement à la crypto-monnaie, le Bitcoin. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la blockchain avec vos mots, et puis m'expliquer finalement en quoi la blockchain présente un intérêt dans votre solution? Tout à fait. Alors, je pense qu'avant de rentrer dans la blockchain, Damien, on peut peut-être juste expliquer un peu la vision globale de notre produit. Donc nous, en fait, on voit notre produit sur 3 grosses étapes. Il y a une première étape où on va connecter le contenant logistique de telle manière à ce qu'on puisse lui donner une identité virtuelle, et effectivement connaître sa position, son état, est-ce qu'il est en mouvement, et visualiser tout ça sur une plateforme web. Donc ça, c'est une première partie du produit. Et la deuxième partie du produit, on va intégrer effectivement la blockchain. Donc la blockchain va nous permettre de certifier tous les événements qui se passent dans la chaîne logistique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le contenant rentre dans un site où on ressort, ou alors qu'il se passe n'importe quel événement sur ce contenant logistique, on va pouvoir le notifier dans la blockchain qui sera partagé avec tous les interlocuteurs pour revenir dessus en cas de souci. Et la troisième étape, c'est qu'on va associer la marchandise au contenant de telle manière à ce qu'on offre une nouvelle génération de traçabilité de marchandise qui trace la marchandise et non pas le véhicule. D'accord. Donc là, vous tracez de la valeur, quoi. Tout à fait. La valeur bien au-delà de la valeur d'un chariot. Finalement. Exactement. D'accord. Alors, la blockchain pour certifier ou valider, pourquoi Je vais expliquer peut-être déjà plus généralement ce que c'est que la blockchain. D'accord, avec plaisir. Pour nos auditeurs, parce que c'est vrai que c'est très lié au Bitcoin aujourd'hui, alors que les cas d'usage sont beaucoup plus larges que la simple gestion de monnaie ou d'assets virtuels type coin. Dans les cas d'usage, la blockchain en soi, son usage principal, sa fonctionnalité, c'est de partager un registre. Donc je prends un exemple simple. Si on part en vacances avec des amis, par exemple 4-5 amis, et qu'on a un budget alloué, on va avoir un carnet dans lequel on va écrire toutes les transactions que chacun va faire avec le budget qu'on a défini. Donc tous les amis ont accès à ce carnet et peuvent voir ce qui a été fait précédemment, on sait combien il reste et on sait qui a dépensé quoi. La blockchain sert à faire ça, mais à beaucoup plus grande échelle. Donc là, dans notre cas, par exemple chez Magma Technologies, on l'utilise, ça va nous permettre, dans la supply chain, de clarifier les relations entre les différentes parties prenantes de la supply chain. Par exemple, je vais avoir un fournisseur qui va discuter avec son client
et ils vont s'envoyer des contenants, ils vont avoir besoin à un moment donné de savoir qui est responsable du contenant et à quel moment. C'est-à-dire quand le contenant arrive sur un site, le site client, le client qui possède ce site va devenir responsable. Et c'est ça qu'on va pouvoir tracer avec la supply chain, avec la blockchain, pardon. Donc si je prends un exemple assez récent d'actualité, qui est la problématique qu'on a eue avec Lactalis. Ce qui s'est passé, c'est que, pour rappel, c'est des laits pour bébés qui étaient périmés, et on ne savait pas quels étaient les produits périmés qu'il y avait en rayon. Donc pour ça, la police a dû remonter la chaîne des différents acteurs, et ça a pris beaucoup de temps parce qu'ils ont dû interroger les acteurs les uns après les autres sur toute la chaîne, donc le distributeur, le fabricant, le revendeur. Et avec une solution telle que nous on propose, en fait on pourrait le tracer instantanément parce qu'on pourrait donner accès à la police tout simplement à ce registre qui est la blockchain, voir toutes les opérations qui ont été faites sur tous les contenants, à quel moment le produit a été mis sur le contenant, où est allé ce contenant, combien de temps il est resté sur l'entrepôt, peut-être trop de temps, c'est peut-être ce qui a causé le problème chez Lactalis. Et donc on pourrait identifier rapidement qui est le responsable et surtout où sont les produits. Et tracer finalement les produits avariés pour pouvoir effectivement les retirer des... Donc la blockchain, c'est un gros registre dans lequel on va enregistrer toutes les opérations et de manière sûre. Voilà. C'est-à-dire qu'à la différence d'une base de données où finalement on peut falsifier ou modifier les données, dans la blockchain on ne peut pas. Ça agit un peu comme s'il y avait un tiers de confiance virtuel qui vient garantir la véracité finalement des informations. Ben, c'est exactement ça. Et d'ailleurs c'est ce qui fait qu'on n'a pas choisi chez Magma une base de données centralisée, ce qu'on aurait pu représenter en tant que tiers, mais c'est falsifiable, on peut nous-mêmes avoir des défauts techniques. Avec la blockchain, il n'y a pas de défaut technique, tout le monde a la même donnée, elle est répliquée et elle est assurée. D'accord, donc c'est intéressant pour la traçabilité et pouvoir remonter, enfin avoir un historique qui est fiable. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça peut déclencher des contrats automatiques? C'est-à-dire que vous parlez, on suit de la marchandise, quand la marchandise se trouve chez le fournisseur ou chez le distributeur, etc., automatiquement, comme on est sûr on a la preuve de la localisation de la marchandise, on peut automatiquement transférer la propriété et déclencher des contrats, des paiements par exemple. Est-ce que c'est des choses qui... Ça fait pas encore aujourd'hui partie de notre roadmap dans la mesure où il faut quand même prendre conscience que la blockchain, c'est une technologie qui manque de maturité. Mm-hmm. Donc les smart contracts sont très bien développés. Les smart contracts, c'est des contrats intelligents. D'accord. Okay. Et ça, actuellement, ça manque encore de maturité pour être exploité de manière industrielle. Donc, nous, on prend les choses avec précaution, on utilise ce qui marche bien. Aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir effectivement un registre où on enregistre un registre infalsifiable et sur lequel on a une confiance, une très très bonne confiance. Mais on garde ça à l'œil, on étudie ces smart contrats, on regarde comment ça fonctionne. Et effectivement, ça permettra de déclencher, à l'arrivée par exemple d'une marchandise, tout de suite la transaction pourra être déclenchée, on pourra avoir un paiement où on pourra de manière automatique transmettre cette responsabilité avec encore plus de manière fiable. De manière plus fiable, voilà, exactement. Et instantanée. Très bien. Donc on voit les avantages clés de cette technologie qui n'est pas encore mature, mais comment vous la présentez à vos clients ? Ou à vos prospects, est-ce que vous leur parlez ouvertement de cette technologie et ils le voient comme une vraie opportunité, ou au contraire c'est un sujet un peu tabou qui fait peur et qui ajoute trop de complexité et vous leur parlez pas finalement ça reste... Alors c'est une très très bonne question. Effectivement la blockchain reste incomprise, donc il y a beaucoup d'interlocuteurs en fait qui ne comprennent pas effectivement ce que c'est que la blockchain. Il y en a d'autres en fait qui comprennent très bien. Donc il y a un peu de tout, c'est une technologie qui émerge. Tout le monde voit en fait son utilité dans la blockchain, et surtout quand il y a beaucoup d'échanges en fait entre les interlocuteurs, et donc il y a un certain travail d'évangélisation qui est en cours et sur lequel aussi on est en train de contribuer pour pouvoir échanger avec nos clients. D'accord. Et donc Magma Technologies, une jeune société, vous en êtes où dans le développement? Vous avez déjà des projets pilotes? Vous avez Tout à fait. Effectivement, on a 2 projets pilotes. On a eu la chance de tester notre solution avec un premier interlocuteur et un premier client dans le ferroviaire, donc dans le domaine ferroviaire, qui effectivement son use case était de tracer des assets, pas forcément des contenants, mais cette fois-ci on fait vraiment des assets en fait de grande valeur ajoutée. Et ils voudraient en fait effectivement avoir un service autour et de pouvoir comprendre leur mouvement et leur rotation. Et un deuxième client qui est lui fabricant de contenants et qui voudrait en fait
proposer des services autour de ce contenant qui était considéré comme étant consommable, et maintenant en fait qui devient un actif et qui permet en fait d'avoir des données qui sont traitables. Donc en fait qui lui nous propose à ses clients. Voilà, donc là actuellement on a 2 pilotes en cours et qui nous permettent effectivement de tester la solution et de la fiabiliser. Très bien. Et comment réagit le marché à l'annonce de votre solution? Est-ce que vous avez eu l'occasion à travers des salons de pitcher votre solution, de présenter? Est-ce que les réactions sont positives? Tout à fait. On a eu une très belle effervescence autour de la solution. On a eu beaucoup de questions, on a eu des interrogations, on a eu beaucoup de félicitations aussi en fait pour se lancer dans ce marché qui n'est pas très simple, et surtout d'utiliser 2 grosses technologies. On estime en fait être parmi les premiers, si ce n'est les premiers, à utiliser 2 grosses technologies ensemble, combinées. Donc effectivement, il y a des interlocuteurs qui sont spécialisés dans l'IoT et qui sont surtout des fabricants de hardware et qui se lancent dans ça, ou alors plutôt que de la blockchain, et combiner les 2 technologies dans un marché qui est la supply chain, on estime qu'on est parmi les premiers en fait à ce moment. D'accord, ça va être une de mes questions, c'est effectivement il y a la concurrence dans tout ça, et donc vous êtes assez précurseur finalement sur tout à fait sur ce domaine, sur le fait de combiner les 2 technologies ensemble dans un domaine précis qui est la supply chain. D'accord, donc même si vous n'avez pas cartographié tous les concurrents, le marché reste un marché ouvert, encore jeune, c'est vrai que c'est un marché chez nos concurrents, c'est beaucoup de startups actuellement. On n'a pas de gros concurrents, de grosses sociétés qui se lancent, qui se positionnent. Et c'est ce qui montre qu'on est sur un marché d'innovation, clairement, parce que ceux qui osent s'y lancer, c'est des sociétés qui sont plus petites et qui ont besoin d'être agiles pour pouvoir s'adapter à ces technologies qui évoluent tous les jours. Et concernant aussi nos concurrents, on a souvent des concurrents qui se lancent que dans de la blockchain, comme j'avais dit avant, et qui surtout est très manuel. Ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup d'interactions manuelles en fait, de la part des gens pour pouvoir certifier qu'il y a une marchandise qui est arrivée ou un contenant qui est arrivé. Donc, ce qui demande aussi un travail manuel aux opérateurs, ou alors qui font que de l'IoT et qui se focalisent uniquement sur de la traçabilité pure, et donc non pas avec tout le service offert par la blockchain et par la traçabilité de la marchandise. D'accord. Vos capteurs, donc les MAG, les fameux MAG, sont des capteurs autonomes, fonctionnent sur batterie. Est-ce qu'avec la blockchain, ça présente un problème? Parce qu'on entend souvent parler de la blockchain et des opérations de minage, finalement, qui sont très, très énergivores. Est-ce que c'est incompatible ou est-ce que finalement vous contournez la solution? Alors, c'est pas qu'on contourne, c'est que quand on regarde dans les papiers ce qui s'écrit, ce qui se dit, et qu'il y a les études notamment qui étudient quel est le lien entre l'IoT et la blockchain, en fait on se demande quel est le lien entre 2 technologies. Et ça ne fait pas de sens si on ne le met pas en face d'un use case métier. Donc, ce que nous on fait chez Magma, c'est qu'on utilise la blockchain et l'IoT au service de la supply chain et notamment du suivi des contenants. Et dans ce cadre-là, on n'a pas besoin de minage d'une part parce que les transactions, enfin les blocs sont générés effectivement par nos nœuds, mais c'est une blockchain qu'on appelle de consortium, une blockchain privée, dans laquelle tous les nœuds sont gérés par des parties prenantes de la supply chain et elle n'est pas ouverte au public. Donc il n'y a pas de paiement de transactions par exemple. Les transactions sont gratuites parce que les serveurs sont fournis par nous, Magma, et par nos clients qui sont prenants et qui ont besoin de cette solution pour pouvoir avancer. Donc les transactions sont gratuites dans notre blockchain, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'efforts de minage importants pour pouvoir valider des blocs. Ok, si je parle un peu technique, mais donc, tu m'as lancé. Donc le minage, si tu peux juste expliquer en 2 mots le minage, puisqu'on a lancé le mot et je l'ai lancé, effectivement. Donc là on rentre plus en détail dans la blockchain, c'est-à-dire que une blockchain, pour pouvoir valider un lot de transactions, on va ce qu'on appelle débloquer un bloc. Et un bloc, pour qu'il soit créé, il faut que certains algorithmes soient résolus. Donc il y a différentes façons de fonctionner pour pouvoir les résoudre. Et notamment pour pouvoir le faire, par exemple dans les bitcoins, ce qui se passe, c'est qu'il y a une preuve de travail qui doit être faite, donc il faut résoudre des algorithmes très, très difficiles. Et le premier qui l'a résolu reçoit un paiement pour le fait d'avoir miné ce bloc-là. Dans notre cas, comme on est sur une blockchain qui est privée, on n'a pas besoin de faire de preuves de travail comme pour les bitcoins. Et on économise beaucoup de temps, on économise aussi du minage. Et il faut savoir aussi que ce qu'on essaie d'expliquer, des études qui lient IoT et blockchain voudraient que chaque IoT soit un nœud de la blockchain. Ce qui n'est pas notre cas chez nous. D'accord. Nous, on est fournisseur de cette donnée position, on va dire. On va écrire cette donnée position dans la blockchain et on va
en amont traiter la donnée qui provient de ces capteurs, parce qu'on peut avoir des faux positifs. On peut avoir un capteur qui se déclare en Allemagne, alors qu'on sait que c'est pas du tout vrai, parce qu'il y a une heure avant, il était à Paris. Donc, à moins qu'il ait pris un avion qui va très vite, ça marche pas. Donc le capteur n'a pas ne calcule pas, ne participe pas à la chaîne, à la blockchain. Tout à fait. En revanche, vous utilisez la blockchain aussi comme un moyen d'assurer la cohérence finalement. Il y a un capteur qui est vu à Paris une heure avant et en Allemagne ensuite. Vous garantissez que finalement c'est un faux positif, enfin, et que vous ne tenez pas compte de... Tout à fait. Le capteur aussi, en fait, c'est une source d'information qui est brute, qui demande en fait un traitement aussi en fait de cette information, comme disait Adrien, pour pouvoir en fait donner une information qui est beaucoup plus propre et qui sera enregistrée dans la blockchain. D'accord. Bon, donc maintenant effectivement je comprends complètement que le blockchain et IoT, ça peut fonctionner parce que le use case, ce use case métier nécessite des opérations de minage compliquées et que le capteur ne participe pas Exactement. au calcul des algorithmes de la blockchain. Parce que dans notre cas d'usage, on pourrait ne pas avoir besoin. L'IoT, en fait, c'est les données qu'on utilise de l'IoT, c'est une information supplémentaire dans ce qu'on va mettre dans notre blockchain. On pourrait n'utiliser presque que des informations qui existent déjà chez nos clients pour déjà avoir une traçabilité dans un certain nombre de transactions qui sont déjà enregistrées dans les systèmes d'information. Et l'IoT, pour nous, c'est vraiment un élément complémentaire, une donnée supplémentaire qu'on va mettre dans notre blockchain. Pour automatiser un certain nombre d'opérations. Voilà, ça permet d'optimiser des opérations, de rajouter une couche supplémentaire d'informations pour pouvoir aller faire une recherche après. Voilà, mais c'est pas... c'est traité chez nous, c'est deux entités, c'est deux options différentes. L'IoT comme un moyen d'avoir plus de data, mais c'est pas une fin en soi. Finalement, vous avez des données qui vous permettent de gérer l'ensemble des containers, vous injectez ces données dans la blockchain, et avec tous ces éléments, vous tracez donc tous les mouvements. Vous pourriez les tracer autrement si un jour vous aviez à disposition une autre technologie. Tout à fait, croiser différentes informations pour aller chercher des conclusions plus fines. Très bien. Donc du coup, les capteurs, ce n'est pas des éléments que vous développez, vous les spécifiez, vous les faites développer, vous les achetez sur étagère, comment... C'est encore en cours de réflexion chez nous. D'accord. D'ailleurs, tu nous as dit ça, Damien, donc merci beaucoup. C'est encore en réflexion parce qu'il y a des capteurs qui existent aujourd'hui, mais c'est un marché qui est relativement récent, donc où on a peu de maturité et donc peu de propositions. On n'a pas vocation à être des fabricants de hardware. On préfère, nous, rester sur la partie software parce qu'on considère que notre valeur ajoutée, c'est notre connaissance métier et la plateforme qu'on développe. Maintenant, c'est vrai qu'on a du mal à trouver les capteurs qui correspondent à ce métier-là. Donc, on est encore en réflexion là-dessus sur est-ce qu'on doit construire ou pas un capteur. Totalement, on ne reste pas du tout fermé à potentiellement demain développer un capteur nous-mêmes ou trouver un partenaire qui s'adapte effectivement aux besoins. Parmi nos auditeurs, donc s'il y a un partenaire, un fabricant de capteurs... Avec grand plaisir. Voilà. Vous pouvez prendre contact avec Mourad Adrien, je mettrai les coordonnées de Mourad Adrien dans les posts sur les réseaux sociaux, LinkedIn et autres. Très bien. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur votre technologie ? Je pense qu'on a bien précisé ce que c'était, à quoi servait la blockchain et comment elle était utilisée dans votre solution. Est-ce que vous souhaitez ajouter d'autres choses ? J'entends de point de vue technologique. Non, je pense pas, si ce n'est que moi j'aime beaucoup la technologie et Mourad est là tous les jours pour me rappeler qu'il faut bien prendre conscience que ce soit pour l'IoT ou la blockchain, tout ça ne fait pas de sens s'il n'y a pas derrière un usage métier clair et précis. Et d'ailleurs, notre gros focus avec Mourad, c'est d'attaquer la supply chain et notamment la gestion des contenants. Et quand Mourad disait là tout à l'heure qu'on était félicité par notre démarche, on est notamment félicité pour cette démarche-là qui est de avancer vers un marché en particulier. D'identifier un marché, un cas d'utilisation, un business finalement, et d'essayer d'y répondre par des solutions technologiques. Tout à fait, exactement. Très bien, que de prendre effectivement le problème dans l'autre sens et de proposer une solution technologique qui ne trouve pas de marché ou qui... Très bien, approche plutôt effectivement en lien avec les approches design thinking ou autres. Totalement, oui. Très bien. Donc là, vous êtes tout jeune et déjà... tout jeune, j'entends la start-up. Même si vous êtes plus jeune que moi, dans tous les cas. Et en tout cas, félicitations pour votre innovation. Et j'imagine qu'il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. Quels sont vos prochains challenges ? Alors, nos prochains challenges, dans un court terme, on va dire, c'est surtout la partie 16. Donc, en fait, on a des leads actuellement avec des clients qui sont très intéressés. Donc, tout d'abord, pour lancer une expérimentation, donc des POC.
et potentiellement des déploiements aussi qui sont en cours de lead. À moyen terme, c'est surtout de développer des partenariats avec des systèmes d'information dans la supply chain. Donc on a des partenariats qui sont en cours et qui peuvent qu'enrichir en fait notre solution. Et donc c'est en faisant des partenariats qu'on peut aller viser encore plus de clients et plus de marchés. Et sur la partie produit technique, donc effectivement faire grandir l'équipe et sur la partie technique qu'on agrandisse un peu l'équipe technique pour épauler Adrien sur cette partie-là et avoir des bons profils en dev et puis surtout en blockchain. Voilà. Exactement. D'accord. Et vous, en termes de financement, vous pensez déclencher suffisamment de revenus avec à l'issue des POC, des proof of concept, des démonstrateurs, ou vous êtes en phase de recherche de fonds? Profitez-en si un appel à lancer, c'est peut-être... Alors, totalement, en fait. Déjà, dans un premier temps, à très très court terme, on va dire que ce n'est pas le plus gros de notre sujet, à très court terme. La question se posera vers fin 2018, début 2019, quand on aura fait un peu le tour du sujet, mais à très court terme, ce n'est pas le cas. Et l'objectif, c'est qu'on puisse surtout valider en fait la viabilité opérationnelle et économique de notre solution avant d'aller pitcher en fait des fonds pour nous épauler là-dessus. Pour vous aider tout à fait. À passer un cap. Exactement. Et donc, vous voulez agrandir l'équipe, donc profil technique, c'est pour bientôt, vous allez embaucher? On est en relation avec différents amis, des connaissances de l'IT. Mais c'est vrai que notre besoin concrètement, c'est d'avoir un beau traitement de ces données, parce qu'en soi c'est pas tellement le visuel qui va être important chez nous, mais ça va être quelle est l'analyse qu'on va faire de toutes les données qu'on va remonter de nos clients, chez nos clients, pour répondre à des besoins métiers. Et c'est aussi d'avoir une blockchain qui soit solide. Aujourd'hui on a un MVP qui fonctionne, et on a besoin d'aller plus loin, comme je le disais, de creuser ces smart contrats. Voilà, donc on avance, il y a des personnes qui sont intéressées, qui commencent à nous aider, à nous épauler sur le projet. Donc plutôt des profils capables de faire de l'analyse de données, de data scientist peut-être, plus que... C'est-à-dire qu'il y a effectivement une interface, in fine, mais belle ou pas belle, ce qui est l'important et la valeur ajoutée se trouve dans votre capacité, à travers des algorithmes, à triturer cette donnée et en tirer une valeur ajoutée. Exactement, donc effectivement une partie data science qui va être importante chez nous, qu'on a commencé à développer, et une partie sécurité, réseau et infrastructure qui concerne plus la blockchain. Très bien. Un petit mot, peut-être un petit mot sur vous. Donc là, vous lancez dans une aventure, une start-up qui n'est pas un chemin facile, qui n'est pas un long fleuve tranquille. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Je vais peut-être commencer. Je vois Mourad qui me regarde, genre vas-y, c'est pour toi. Non, personnellement, en fait, quand j'étais au collège, déjà, je vendais des CD gravés, parce je venais devant Internet, donc j'étais le premier à vendre des CD gravés avec de la musique dessus à mes petits camarades. Et ça il y a prescription, hein, c'est peut-être pas... C'était interdit, je pense qu'il ne faut pas le faire. Hein, mais... Moi, j'avais peut-être 12 ans, donc j'avais pas trop conscience de ce qui était interdit ou pas. Il n'y avait pas de loi encore là-dessus, d'ailleurs, je crois, sur le téléchargement, mais bon, bref. Et en fait, après, j'ai été plus sérieusement président de la junior entreprise de mon école, aux arts et métiers. J'ai toujours eu cette envie d'entreprendre et ça m'a plus poursuivi qu'autre chose. Donc, pour moi, ça a été assez naturel de démarrer avec Mourad. Quand il m'a présenté le projet, j'ai tout de suite accroché et ça a été assez naturel de démarrer, quoi. Oui, pour ma part... c'est surtout en fait le goût de l'aventure, de l'innovation. J'ai toujours voulu innover et surtout avoir une certaine liberté en fait d'innovation. Du coup, le choix d'entrepreneuriat allait de soi. Et aussi, je me suis toujours dit qui ne risque rien n'a rien. Donc en fait, le long chemin et le long fleuve dont tu as parlé, Damien, de l'entrepreneuriat ne peut que cacher de belles surprises en fait à la fin. Très bien, effectivement. Sortir un peu de sa zone de confort. Exactement. Pour donner du sens. Totalement. Et votre rencontre donc, a eu lieu il y a quelques années aux Arts et Métiers. Est-ce que déjà à cette époque, vous vous êtes dit on se recroisera et pour monter quelque chose ensemble, ou vous êtes restés en contact et puis il y a eu à un moment donné une opportunité, un déclencheur, une étincelle? Oui. Effectivement, aux Arts et Métiers, on était clairement en contact là-dessus. Comme je disais, moi j'étais déjà bien dedans et puis avec moi on en parlait.
Et c'est vraiment au courant de l'année dernière qu'en échangeant sur ces sujets-là qu'on s'est motivé à démarrer ensemble, quoi. Et en 2017, quel a été le déclencheur? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur en particulier en 2017 ou c'est simplement un projet qui était à un niveau de maturité suffisant pour aller de l'avant? Je pense que c'est surtout un projet qui était de niveau de maturité assez suffisant pour se lancer. Et honnêtement, il n'y a pas de très bon moment pour se lancer ou un mauvais moment, donc il faut juste toujours de mauvaises excuses pour ne pas y aller. Juste prendre son courage à deux mains et de se lancer. Puis il y a un truc qui m'a marqué en 2017, moi, c'est qu'en fait, quand on discutait avec Mourad, dans mon il m'a dit de toute façon, en janvier, je me lance, je quitte ma boîte, je ne sais pas ce que je vais faire, mais de toute manière, je vais entreprendre. Et ça, c'est une manière un peu, effectivement, un peu ça m'a beaucoup plu, et je me suis dit, ok, en face de moi, j'ai un entrepreneur. J'ai pas un gars qui veut juste lancer un projet pour faire de l'argent, quoi que ce soit, j'ai un entrepreneur en face de moi. Et ça m'a énormément plu, et donc j'ai dit, go, on y va, quoi. Ok, bravo, félicitations. Est-ce que vous auriez, avant de nous quitter sur ce podcast, est-ce que vous auriez une inspiration du moment à partager avec nos auditeurs? Une personnalité, une entreprise? L'actualité est riche côté Facebook. Oui, tout à fait, en fait, avec l'actualité de Facebook. Mais en fait, c'est surtout en fait, ce qu'on se dit toujours et tous les jours avec Adrien, c'est que la blockchain et l'IoT sont actuellement ce qu'a été Internet dans les années 90. Donc c'est un beau mouvement, c'est une belle innovation qui est en cours. Et je pense que c'est le moment de faire des choses assez sympas avec la blockchain et l'IoT et d'aller chercher des marchés qui sont pour l'instant existants et peut-être pas encore matures, mais il faut en fait, comme on dit, diguer jusqu'à trouver l'issue. Voilà. Adrien, est-ce que tu partages cette vision? À 100%. Et puis tu me disais, tu demandais est-ce qu'il y a des gens qui nous inspirent? Effectivement, avec Mourad, on échange pas mal, on échange des bouquins de gens qui nous inspirent, etc. Et dernièrement, on parle énormément d'Elon Musk, évidemment, qui nous inspire beaucoup par son engagement, en fait, à utiliser ces nouvelles technologies pour apporter un service à l'humanité. Alors bon, on n'en est pas là, on fait ce qu'on peut à notre échelle, mais en tout cas, c'est une très grosse inspiration. Il y a ce désir qui vous anime de faire du juste, du vrai, Tout à fait, son engagement et surtout son ouverture d'esprit et de se dire que le monde tel quel n'est peut-être pas celui qui sera le monde de demain. Donc ouvrons nos esprits et puis proposons des innovations et n'ayant pas... Plutôt que de les subir. Ne soyons pas timides, quoi. Voilà. Très bien. Et donc peut-être qu'on verra un mag tourner autour de la Terre quelque temps avec... Il faudrait voir si Elon nous prête un peu d'espace dans sa fusée. Il y a encore du chemin. Est-ce que vous auriez, pour terminer, un truc à donner à nos auditeurs pour se lancer, pour innover, pour... Écoutez, restez ouverts d'esprit, lancez-vous, il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer. Si on a une idée en tête, juste prenez votre courage à deux mains et lancez-vous. Et surtout, restez un peu enfant dans votre tête et posez-vous les bonnes questions pour se lancer. Voilà. Qu'on est très heureux d'avoir participé à cette première interview et merci beaucoup à toi, Damien, de nous avoir donné cette opportunité. Merci à tous les deux en tout cas pour cet échange. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve dans un mois. En attendant, vous pouvez partager, liker et commenter. Merci, au revoir.